Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cet atelier. Donc atelier que nous développons depuis maintenant 3 ans. Donc les éditions précédentes étaient plutôt centrées sur la préparation à l'entrée en vigueur du règlement. Cette année, on change un petit peu de perspective et on va plutôt vous présenter donc un premier bilan d'une année d'application. Donc avant de commencer, je vous propose un petit tour de table avec une présentation des intervenants. Donc je vais commencer. Orlane Madure, je suis contrôleuse à la direction du contrôle bancaire de la CPR, donc notamment en charge de la supervision des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique. Et dans le cadre de MiCA, donc c'est ce service qui a à sa charge la supervision des émetteurs, donc d'ART ou de MT. Ensuite, Juliette Duché, je travaille à la direction des autorisations de la CPR, au service des établissements et procédures spécialisées, donc qui est en charge d'instruire les dossiers d'agrément des établissements de monnaie électronique, et donc notamment des établissements qui émettent des jetons de monnaie électronique. Et mon service participe également à l'instruction des agréments PSCA sur la partie gouvernance, comme vous le verrez. Bonjour à tous et à toutes, je suis Wossane Adou, chargée de supervision à la direction de supervision des intermédiaires et infrastructures de marché à l'autorité des marchés financiers. Donc mon équipe et moi-même sommes en charge de l'instruction des dossiers d'agrément MiCA. Bonjour, je suis Enguerrand de Noël, dans la même direction que ma collègue, dans l'équipe PSAN PSCA en tant que chargé d'affaires juridiques. Au niveau du déroulé de l'atelier, la première partie va essentiellement porter sur un rappel du cadre réglementaire des émetteurs, donc de jetons et de MT et d'ART, avec ensuite un premier retour sur nos premières actions de supervision, donc des retours qui restent à ce jour assez limités puisqu'on a pour l'instant encore très peu d'établissements agréés. Et la seconde partie sera à peu près au même format, mais présentée plutôt sous l'angle des CASP. Alors, donc cette diapositive pour dresser un état d'avancement des travaux mis en œuvre dans le cadre du mandat de la Commission européenne à l'EBA dans la rédaction des textes de niveau 2 et 3. Donc comme indiqué dans cette première partie, on va uniquement parler des émetteurs, donc c'est pour ça que dans le tableau, on a uniquement mis les textes rédigés par l'EBA et non pas ceux rédigés par l'ESMA, hormis s'il y avait une rédaction conjointe. Donc la totalité des textes ont été finalisés, ils sont pour la plupart désormais applicables. Certains sont encore en cours, puisque donc, ils ont été remontés à la Commission européenne pour approbation finale, qui n'a pas encore été donnée, donc c'est ceux qu'on voit en cours en haut du tableau. S'agissant des orientations, 2 restent encore en cours de mise en œuvre. Donc pour ces textes, c'est déclaré dans l'intention de se conformer, puisqu'elle nécessite en fait encore des travaux d'adaptation du droit national. Donc notamment, donc c'est les 2 dernières lignes, et pour ces orientations-là, les travaux en question sont la publication d'une instruction qui est nécessaire à la mise en œuvre de ces textes. Donc l'ensemble de ces textes exige de nombreuses obligations pour les émetteurs. Donc de façon à ce que ce soit assez lisible, on vous a préparé une sorte de fiche technique. Donc celle-ci, c'est celle pour les ART. Donc je vais essayer de vous la présenter assez brièvement. Donc, tout d'abord, l'agrément. Pour émettre un ART, il faut obtenir soit un agrément spécifique d'émetteur d'ART, donc ce qu'on va appeler les pure players, soit un agrément d'établissement de crédit. Donc, quoi qu'il en soit, l'élément central, c'est le livre blanc. Il doit être approuvé par la CPR en amont. Donc, pour cela, l'émetteur doit notifier son intention d'émettre 40 jours avant la date d'émission et le livre blanc 20 jours avant. Au niveau de la gouvernance et du contrôle interne, les exigences sont assez classiques. Donc certains changements doivent être validés par la CPR en amont, comme les changements d'actionnaires ou alors les procédures fit and proper, donc qui viennent vérifier l'honorabilité, les compétences des dirigeants. Et au niveau du contrôle interne, c'est un dispositif robuste qui doit répondre aux exigences de l'arrêté du 3 novembre 2014. Les émetteurs se doivent également de mettre le nécessaire en place afin d'assurer le respect des règles relatives à la bonne conduite, à l'encadrement des communications commerciales, à la gestion des conflits d'intérêts et au traitement des réclamations qui découlent du règlement MiCA.
Au niveau donc, du capital initial qu'on voit plutôt sur la droite, c'est à peu près le régime classique également. Donc pour les établissements de crédit, le capital initial est entre 1,1 et 5 millions d'euros, donc en fonction du statut de l'établissement et des activités exercées. Pour les pure players, donc ce sera 350 000. Et au niveau donc, des exigences en fonds propres prudentiels, c'est la même chose. C'est le régime des établissements de crédit qui s'applique pour les établissements de crédit. Et c'est le montant le plus élevé des trois qu'on voit sur la slide, donc 350 000, l'équivalence du capital initial pour les pure players, ou alors 2% du montant moyen de la réserve d'actifs sur les 6 mois précédents, ou bien un quart des frais généraux fixes de l'année précédente. Donc tout à droite, c'est la réserve d'actifs, c'est donc la plus grosse différence, on va dire, entre les émetteurs d'ART et les émetteurs d'EMT. Donc, pourquoi déjà une réserve d'actifs? Parce que tout détenteur a un droit permanent au remboursement et donc les émetteurs se doivent de maintenir une liquidité, une réserve nécessaire pour pouvoir répondre à ce droit au remboursement. Donc concrètement, le montant de la réserve doit correspondre à la valeur de marché des actifs référencés, plus une marge qu'on va appeler la surcollatéralisation de la réserve, qui sert à absorber les variations de valeur de marché. Elle peut être conservée auprès de 3 types d'acteurs en fonction de la nature des actifs. Donc un prestataire de services sur cryptoactifs si les actifs prennent la forme de cryptoactifs, une entreprise d'investissement si ce sont des instruments financiers, ou un établissement de crédit si ce sont également des instruments financiers pour tout autre type d'actifs. Donc cette réserve, elle doit respecter un bon nombre d'obligations qui sont notamment dictées par les articles 36, 37 et 38 du règlement MiCA et également 2 RTS associés. Donc on vous en a mis quelques-uns. Tout d'abord, le premier critère va porter sur sa composition. Donc c'est le diagramme en anneau que vous voyez sur la droite. Donc 30% du montant de référence dans chaque monnaie officielle doit être déposé sur un compte à vue auprès d'un établissement de crédit. Donc c'est la partie cash de la réserve, elle-même soumise à des limites de concentration. Et le reste peut être investi, mais toujours sous certaines conditions, donc en respectant des critères d'investissement, également des limites de concentration, et également des limites dans la maturité des actifs. Donc on va détailler ces limites et ces critères juste après. Au niveau des limites de concentration qui s'appliquent donc sur les 30% de la partie cash, elles dépendent de la taille de l'établissement de crédit conservateur. Donc notamment de sa classification ou non en tant qu'établissement revêtant d'une importance systémique. Et en fonction, donc elles peuvent être de 25, de 15 ou de 5%. On a ajouté un petit astérix parce que ce n'est pas toutes les limites de concentration qui sont issues de MiCA. Il y a également, par exemple, le montant de la réserve déposée auprès d'un établissement de crédit ne peut pas dépasser 1,5% du total bilan de cet établissement de crédit conservateur. Et donc, voilà pour la partie cash. Et pour l'autre côté, donc au niveau des investissements, les instruments financiers choisis doivent respecter certaines conditions bien strictes de liquidité, avec des risques de marché de crédit de concentration très faibles. Et les limites de concentration s'appliquent également, mais cette fois sur l'entité qui émet ou garantit un instrument financier. Donc en fonction du type d'instrument financier, s'il est considéré comme HQLA de niveau 1 ou alors garanti par un HQLA de niveau 1, donc autrement dit des actifs de haute qualité et très liquides, on a ici donc toujours 3 limites, 35, 10 et 5% d'exposition en fonction de l'émetteur de l'instrument financier. Et enfin, concernant donc les limites de maturité, sur les investissements, au moins 20% des actifs doivent être remboursables en moins d'1 jour et au moins 30 en moins de 5. Il reste les reportings réglementaires. Donc pour finir sur les reportings, les émetteurs doivent remettre un certain nombre de reportings aux autorités. Donc le livre blanc, comme déjà abordé, les reportings spécifiques MiCA qu'on va aborder un petit peu à la fin de ma partie, le plan de redressement donc, qui détaille comment l'émetteur réagit s'il ne respecte plus ses obligations, notamment le maintien de la réserve d'actifs par exemple, et le plan de remboursement donc, qui prévoit comment assurer un bon remboursement ordonné des jetons et équitable envers les détenteurs lorsque l'émetteur devient insolvable, perd son agrément ou n'est plus en mesure de remplir ses obligations. Donc c'est 2 documents qui sont tous deux à remettre dans les 6 mois après l'agrément ou après l'émission. Au-delà de ces remises spécifiques MiCA, on retrouve aussi des reportings un petit peu plus classiques, donc, comme les remises bureautiques qui sont composées des procès-verbaux des conseils de surveillance par exemple, ou du rapport des commissaires aux comptes, ou encore du rapport sur le contrôle interne.
Donc voilà, ça c'est un panorama des exigences applicables aux émetteurs d'ART. Pour l'instant, on n'a pas encore d'acteurs agréés pour cette activité. En revanche, on a quelques émetteurs d'EMT. Donc c'est cette diapositive. Je vais être un petit peu plus rapide dessus puisque en réalité, le régime applicable aux émetteurs d'EMT, c'est un mélange entre le régime applicable aux établissements de monnaie électronique et le régime applicable donc, découlant de MiCA que l'on vient d'aborder. Donc pareil, pour l'agrément, ici deux options, soit être établissement de monnaie électronique, soit être établissement de crédit. Un libre volant doit être rédigé avec les mêmes exigences que pour les ART. Par ailleurs, il est simplement notifié à la CPR et non pas approuvé par la CPR. Au niveau de la gouvernance et du contrôle interne, rien de nouveau, c'est exactement la même chose que pour les ART. C'est le régime classique des établissements de crédit qui s'applique pour les établissements de crédit. Et donc c'est un dispositif qui répond à l'arrêté du 3 novembre 2014, également pour les établissements de monnaie électronique. Au niveau du capital minimum et des fonds propres prudentiels, encore ici, pas réellement de grandes différences. Pour le régime ART, il s'est en fait largement inspiré du régime établissement de monnaie électronique, donc en fait on va retrouver la même chose au niveau du capital initial. Par contre, au niveau des fonds propres prudentiels, c'est 2% du montant moyen des jetons électroniques en circulation. Donc c'est pas la réserve d'actifs, puisqu'en fait les EMT ne sont pas en réserve d'actifs. Donc c'est ce qu'on va voir juste à l'instant. Donc c'est ici que se trouve vraiment la principale différence entre les ART et les EMT. Pour les EMT, en fait, le règlement MiCA impose un cumul d'exigences entre celles prévues par la directive sur la monnaie électronique et donc sa transposition en droit national, l'arrêté du 2 mai 2013, et également celle de l'article 54 du règlement MiCA qui renvoie lui-même à l'article 38.1 encadrant l'investissement de la réserve d'actifs. Donc ça fait un cumul d'exigences pour les établissements de monnaie électronique qui veulent investir finalement leurs fonds cantonnés et non pas leurs réserves d'actifs. Donc 100% des fonds collectés en échange de l'émission de monnaie électronique doivent être protégés. Donc au moins 30 ont l'obligation d'être déposés sur un compte ségrégué ouvert auprès d'un établissement de crédit qui sont les seuls établissements conservateurs pour les établissements de monnaie électronique. Et le reste peut être investi donc, dans des instruments financiers, mais seulement s'ils respectent donc, certains critères, les mêmes que nous avons cités précédemment. Au niveau des remises réglementaires, ici encore un cumul des deux régimes, donc forcément un petit peu plus de remises à déposer. Donc d'un côté les reporting classiques, comptables et prudentiels tels que les RUBA ou les COREP, les remises bureautiques et les remises LCBFT qui sont applicables aux établissements de crédit et établissements de monnaie électronique. D'ailleurs on n'a pas mis les remises réglementaires qui sont applicables également aux établissements de crédit, donc on ne les a pas tous mis, mais évidemment si l'émetteur est un établissement de crédit, il devrait également les remettre. Et donc de l'autre côté, les obligations spécifiques à MiCA avec des états spécifiques tels que le livre blanc, les plans de remboursement et de redressement. Peut-être pour précision que le jeton soit un ART ou un EMT, il peut être classé comme significatif s'il remplit au moins 3 des 7 critères dictés par l'article 43 du règlement MiCA. Donc 3 critères quantitatifs et 4 critères qualitatifs. Donc, je ne vais pas tous vous les citer ici, mais c'est essentiellement des critères de volume d'activité ou de criticité de l'émetteur. Et cette qualification du jeton comme d'importance significative emporte à la fois des exigences prudentielles supplémentaires, donc par exemple le passage obligatoire au régime de réserve d'actifs pour les émetteurs qui ne l'étaient pas avant ça, le rehaussement de ces exigences en fonds propres prudentiels, le rehaussement de la marge de dépôt et de la marge à investir pour sa réserve d'actifs, et la mise en place d'une gestion du risque de liquidité avec des tests de résistance réguliers. Et cette qualification donc, engendre également donc, toutes ces petites, toutes ces exigences supplémentaires, mais également un transfert de pouvoir de supervision vers le BA, puisque pour la première fois, le BA endosse une casquette de superviseur, un pouvoir qui reste partagé avec les autorités nationales compétentes. Alors cette diapositive, on vous l'avait déjà mis l'année dernière, c'est simplement pour insister sur le fait que ces nouveaux acteurs s'intègrent pleinement dans notre processus de supervision habituel, donc processus d'évaluation qui s'étend tout au long de l'année et qui peut être regroupé en différents risques, donc avec des intentions, des points spécifiques qui seront apportés sur ces acteurs, sur les risques introduits par leurs activités et sur les contrôles demandés par le règlement MiCA.
Donc typiquement, au même titre qu'un autre établissement, ces acteurs peuvent être inclus dans un périmètre d'action de supervision tel que des revues thématiques sur des sujets plus généraux et non pas forcément sur les sujets MiCA. Enfin, je conclurai sur cette diapositive. Donc, quelques mots sur la mise en œuvre des reporting qui s'est déroulée tout au long de l'année, et on est d'ailleurs toujours en cours de mise en œuvre de ces reportings réglementaires. Donc l'EBA a publié un ITS ainsi que des orientations pour préciser les modèles, la fréquence et le format des informations que les émetteurs doivent transmettre aux autorités compétentes, mais également les modèles que les émetteurs de jetons devront transmettre aux prestataires de services sur cryptoactifs pour eux pouvoir remplir leurs propres reporting qui leur sont applicables. Donc, puisque, comme illustré sur la diapositive, certaines informations, par exemple le nombre de détenteurs, le nombre de transactions, proviennent des plateformes, sont remontées aux émetteurs et sont remontées aux autorités nationales compétentes. Donc, à ce jour, seules les données issues de l'ITS sont applicables, et uniquement donc, du coup pour les ART et pour les EMT libellés dans une monnaie qui n'est pas une monnaie officielle d'un État membre de l'espace économique européen. Les orientations, c'est celles dont on parlait tout à l'heure, sont quant à elles en cours de mise en œuvre en droit national, et elles devraient donc être prochainement applicables. Donc ces reportings doivent être transmis trimestriellement avec 4 dates de référence, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre. Donc des dates limites de transmission sont également fixées à J+42 de chaque échéance. Pour faciliter la collecte, le BA a mis en place une plateforme européenne qui permet à la fois de centraliser des données et qui permettra également de simplifier la transmission des dossiers si un émetteur devient donc d'importance significative et pas très sous supervision EBA. Donc on insiste vraiment sur le fait que ces reportings sont essentiels pour nous, puisqu'en tant qu'autorité, ils nous permettent d'avoir une vision claire des données structurantes relatives par exemple à la composition des fonds propres ou à la composition de la réserve d'actifs des émetteurs. Donc, on a déjà eu quelques petits retours sur la mise en œuvre de ces reportings, comme des difficultés d'interprétation de terminologie donc utilisées dans les documents EBA. Certains termes manquent de clarté et peuvent entraîner des divergences de compréhension et d'application entre les entités, ou des contraintes techniques, donc notamment sur l'application de la méthode de concaténation hachée aux identifiants personnels des détenteurs, qui n'est actuellement utilisée que pour les ART et les EMT libellés dans une monnaie officielle d'un État membre de l'espace économique européen, parce qu'en fait c'est une possibilité qui a été introduite par le BA dans le cadre de la consultation publique des orientations, donc elle n'a pas été applicable aux ITS. Donc nous avons bien en tête ces problématiques qui dépassent finalement le cadre national, mais nous portons le sujet dans les groupes d'échange européens sur la mise en œuvre du règlement MiCA. Et enfin, certaines erreurs ont également été observées sur les données remontées par les CASP aux émetteurs, donc notamment sur le format ou sur le périmètre applicable, donc comme des périodes de référence incorrectes, des informations obligatoires manquantes, des doublons et des déclarations de certaines opérations donc, en double. C'est des erreurs qui impactent la qualité des reportings des émetteurs, mais dont leur résolution devrait progressivement s'améliorer à mesure que l'on s'approche de la fin de la période de transition vers le régime PSCA, dont je vais d'ailleurs vous laisser en dire quelques mots. Merci. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons faire des rappels, notamment sur la chronologie du règlement MiCA. Donc, comme vous le savez, MiCA est un cadre européen harmonisé pour les marchés des cryptoactifs qui est rentré complètement en application le 30 décembre 2024. Donc, en France, nous avons une période transitoire de 18 mois pour les PSAN autorisés, c'est-à-dire ceux qui sont enregistrés simples, renforcés ou qui détiennent un agrément optionnel. Cette période transitoire s'achèvera le 1er juillet 2026. Donc ce sera l'extinction définitive du régime national en France. Donc comme vous pouvez voir sur le tableau de gauche, les différentes autorités compétentes en Europe ont des dates butoirs qui varient entre 6 et 18 mois. Donc en France, on a opté pour une période plus large afin d'accompagner nos acteurs dans ce changement. Un autre point qui est essentiel à garder en tête, c'est que le Q&A de l'ESMA, donc de juillet 2024, indique que si un PSAN autorisé n'a pas pu obtenir son agrément MiCA d'ici la fin de la période transitoire, celui-ci doit arrêter immédiatement tous les services liés aux cryptoactifs jusqu'à l'obtention de celui-ci. Un autre point aussi qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que si ce PSAN autorisé n'a pas pu obtenir sa demande d'agrément
en tout cas se voir refuser sa demande d'agrément par les services de l'AMF d'ici la période transitoire. Cette période s'achèvera à la date de la réception de la décision du refus. Et un dernier point pour les PSAN autorisés, c'est que si durant cette période transitoire, il y a un changement significatif au sein de votre entité, ça peut être un changement de l'organe de direction ou l'évolution du programme d'activité, vous devez le notifier impérativement au service de l'AMF. Donc cette démarche est conjointement analysée par les services de la CPR et également ceux de l'AMF. Et vous pouvez retrouver le formulaire de changement de situation sur notre site internet. Alors, je sais que dans la salle, on a des porteurs de projets, mais aussi des PSAN autorisés, et vous pouvez vous demander par quelle procédure vous êtes concerné. Donc, si par exemple, vous êtes une entité financière, donc vous pouvez voir le détail à l'article 62 MICA, si vous êtes un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou un dépositaire central, donc dépendamment de la catégorie, vous êtes soit régulé par la CPR ou par les services de l'AMF. Si vous êtes un établissement de crédit, vous bénéficiez de la procédure de notification, que Juliette, je pense, va évoquer tout à l'heure. Si vous tombez dans une autre catégorie, mais que vous fournissez des services équivalents, idem, vous bénéficiez de cette procédure de notification, auquel cas, vous devez déposer un dossier d'agrément MICA au sein de nos services qui fera l'objet d'une procédure normale. C'est aussi le cas pour toute entité qui n'est nullement régulée et pour nos PSAN enregistrés simples qui ont obtenu leur enregistrement avant 2024. Pour ceux qui sont enregistrés, renforcés ou qui détiennent un agrément optionnel, vous bénéficierez de la procédure simplifiée que j'évoquerai tout à l'heure. Alors, un état des lieux de nos PSCA qui ont été agréés. Donc, au risque de me répéter, comme vous le savez, les services de l'AMF ont instruit beaucoup de dossiers. Donc, depuis le début de l'année, nous avons 7 autorisés en France, donc 5 agréments MICA délivrés et 2 notifiés à article 60. Donc, toutes ces informations se trouvent sur notre site internet dans la rubrique liste blanche. Dans l'espace économique européen, nous en avons 68 agréments et notifiés confondus. Il est intéressant de voir que 36 PSCA ont obtenu leur agrément dans d'autres pays de l'UE et ont utilisé la procédure simplifiée de l'article 65 pour opérer légalement sur le marché français. En d'autres termes, pour passeporter leur activité. Alors, je vais vous faire un rappel de la procédure formelle d'agrément PSCA, telle que prescrite par l'article 63, qui en fait se séquence en plusieurs délais. Le premier, ça va être le délai d'accusé de réception de votre demande dans les 5 jours ouvrés. Et concomitamment, nous allons transmettre le dossier à la CPR pour l'évaluation de votre demande sur le volet LCBFT, anti-blanchiment. Ensuite intervient la période d'évaluation de la complétude. Sur 25 jours ouvrés, attention, la complétude, c'est à bien distinguer de la période d'évaluation en tant que telle. En fait, la complétude, ça va être la première vérification, on va dire, formelle. Donc, concrètement, on va voir si toutes les procédures politiques, annexes et documents requis par le texte et les règlements délégués sont réunis, ainsi que la solidité du dossier en tant que tel. Nos services pourront vous fixer un délai pour compléter d'éventuels manquements. Au-delà de ce délai, les services pourront refuser de réexaminer votre demande du fait de son incomplétude. Cependant, si votre dossier est acté comme complet, s'il y a décision de complétude, là commence la véritable évaluation de 40 jours, en fait l'instruction de votre dossier, à compter de la date de complétude. Là aussi, on peut vous faire des demandes d'informations supplémentaires qui là vont activer une période de suspension de 20 jours, cette fois-ci, maximum. Ouvrez de un jour ouvré. Au-delà de ça, on peut vous faire d'autres demandes qui n'activeront pas cette période d'évaluation, mais sachez que chacune de vos réponses à nos demandes seront prises en compte dans le dossier qui sera présenté au collège de l'AMF. Collège de l'AMF qui va donc décider de l'octroi ou du refus de votre dossier PSCA. Cette décision vous sera transmise dans les 5 jours ouvrés. Et dans les 2 jours ouvrés, elle sera transmise à l'ESMA pour mettre à jour leur registre des PSCA qui est public. Aussi, en cas de refus, ce sera 5 jours ouvrés également. Et là, comme m'a dit ma collègue, attention, si vous êtes PSAN enregistré, enregistrement renforcé ou agréé optionnel, là, à compter de la réception, il y a une fin de vos services sur actifs numériques à faire, plus de services, et même si la décision intervient avant le 1er juillet 2026, donc la fin de la période transitoire.
Donc là, je vais vous parler d'une autre procédure, avant la procédure d'agrément formel, une procédure de pré-instruction. En fait, ça va être une première analyse de votre dossier par nos services et ceux de la CPR, mais sans être balisé par les délais que je viens de vous citer. Donc en fait, cette préinstruction, elle va éviter par exemple des situations d'incomplétude du fait de ces délais ou de refus d'octroi PSCA. Cette préinstruction vient d'un constat. Très souvent, on voit des dossiers qui ont une incomplétude telle que s'ils étaient balisés par les délais de l'agrément PSCA tel que prescrit par l'article 63, on aurait probablement une décision d'incomplétude, en tout cas voilà, des mauvaises chances pour aboutir. Donc attention, par contre, même si on propose cette préinstruction, cela doit quand même, on attend quand même un dossier le plus complet possible, hein. Un dossier qui colle à une version qui aurait été déposée en version de l'article 63 en version formelle. Et aussi, ce dossier doit être fait au regard des textes les plus récents. Donc les textes les plus récents de niveau 1, MICA évidemment, DORA, le paquet anti-blanchiment, TFR, AMLR, etc. Mais aussi les textes de niveau 2, les règlements délégués, règlements d'exécution qui contiennent les RTS et ITS. Par exemple les RTS sur la gestion du traitement des réclamations ou les conflits d'intérêts. Et enfin, les textes de niveau 3, donc par exemple les Q&A de l'ESMA, les orientations, les statements, les supervisory briefings et les opinions. Et d'ailleurs, pour vous aider dans cette myriade de textes de niveau 1, niveau 2, niveau 3, en fait surtout niveau 2, niveau 3, vous voyez donc sur le diapo un document qu'a sorti l'ESMA qui vous permet de naviguer dans les textes de niveau 2 et de niveau 3 en relation avec MICA. Donc évidemment avec la procédure d'agrément PSCA. Donc très utile, mais attention, veillez quand même à être à jour des nouveaux textes, puisque par exemple, ce document est sorti en juillet, en août est sorti le règlement délégué sur les abus de marché, enfin sur les obligations de reporting sur les abus de marché, les stores imposés au PSCA par l'article 92 de MICA. Et en fait ce texte-là ne figure pas par exemple dans ce document. Donc voilà, très utile, mais faites attention à être bien à jour. Aussi, n'oubliez pas que cette demande de préinstruction ne remplacera jamais l'instruction formelle. C'est l'instruction formelle, donc celle de l'article 63 que j'ai présenté au début, qui déclenche les délais et qui va vous permettre d'avoir une décision de complétude, mais aussi d'octroi, etc. Donc une fois la préinstruction terminée, veuillez déposer une version article 63, une version formelle. Enfin, je vais finir par quelques conseils, quelques recommandations lorsque vous déposez en préinstruction. Au risque de me répéter, vraiment un dossier le plus complet possible, même si c'est une phase de préinstruction, elle n'en sera que plus efficace avec un dossier le plus complet. Aussi, veillez à bien définir votre modèle, vos activités. Nos services doivent les comprendre étape par étape, vous devez bien les expliquer, et ce chronologiquement. Aussi un volet très très important, c'est le volet procédural. On veut des procédures concrètes. En fait, nos services doivent être capables de savoir qui fait quoi, à quel moment, dans quel cas, à la lecture de toutes vos procédures. Et enfin, sur la délimitation de vos services, nous vous conseillons voilà, de les étayer sur leur qualification, sur le périmètre de vos activités, voilà, de les étayer juridiquement avec les conseils adéquats. Alors, comme évoqué tout à l'heure, on parlera de la procédure simplifiée qui s'adresse aux PSAN enregistrés renforcés et ceux qui détiennent un agrément optionnel sous pacte. Alors, il faut savoir que la procédure simplifiée se veut être une vérification accélérée des services et non une réduction de pièces. Donc, vous ne pouvez pas faire l'économie d'un dossier complet. Il faudrait aussi que vos procédures prennent en compte les textes de niveau 2 et 3, donc vous devez être au fait de l'actualité au niveau de l'ESMA. Il faut savoir aussi que les éléments qui ont été au préalable validés, analysés par le service de l'AMF et qui n'ont pas connu d'évolution significative donneront lieu à une revue limitée sans diligence supplémentaire. Et un dernier point, c'est que si vous avez connu une évolution significative entre l'enregistrement renforcé ou l'agrément optionnel sous pacte et la demande d'agrément MICA, vous devez impérativement le notifier au service de l'AMF. Alors, en premier retour d'expérience par rapport à tous les dossiers que nous avons reçus, nous avons listé quelques bonnes pratiques et recommandations afin de constituer et solidifier votre dossier d'agrément MICA. Alors, on commencera par la cartographie des services. On attend de vous un programme d'activité étoffé, détaillé, qui précise
les types de services que vous avez l'intention d'offrir, le lieu et les modalités de commercialisation de ces services-là. Également un schéma des flux très clair, c'est-à-dire que les services doivent comprendre en une image comment les flux crypto et fiat transitent entre votre entité et le client. Un autre point, par rapport aux prestataires techniques que vous utilisez, assurez-vous que ces derniers respectent la réglementation en vigueur. Concernant la conservation, on a remarqué dans différents dossiers qu'il y a de la difficulté par rapport à la ségrégation des actifs des clients, également au niveau de la sécurisation des actifs et des clés cryptographiques. Et lorsqu'il y a de la sous-traitance, souvent elle n'est pas effectuée par un acteur agréé MiCA. Un autre point aussi au niveau de la qualification de vos services. Si vous avez de la difficulté, alors c'est une recommandation et non une obligation, attachez-vous les services dans un bon cabinet juridique. Pourquoi? Pour gagner du temps, tout simplement, et pour éviter les échanges assez difficiles avec nos services. Donc, encore une fois, au niveau de la qualification des services, bon, par rapport à l'analyse juridique, il faudrait savoir que les services de l'AMF peuvent émettre un avis, mais sur la base d'une analyse juridique qui aurait été préalablement fournie. Et un dernier point au niveau des procédures, c'est un point important aussi. Vos procédures et politiques internes doivent tenir compte des textes de niveau 2 et 3, mais ça ne doit pas être un rappel de ces derniers-là. Donc, assurez-vous que ces procédures peuvent s'appliquer de manière opérationnelle à votre entité, et je vous rappelle qu'il y aura des contrôles sur place à venir. Donc, au niveau des activités non autorisées pour Nopsan déjà enregistrées. Alors, comme vous savez, l'AMF fait de la supervision. On regarde vos sites internet. Du coup, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il y a un gros décalage entre votre activité réelle et votre périmètre d'enregistrement. Attention, l'exercice illégal de fourniture sur cryptoactifs est sanctionné. Un autre point aussi, vous êtes tenu de fournir des informations claires, exactes et non trompeuses à votre clientèle. On remarque aussi sur le site internet que souvent les risques liés aux cryptoactifs ne sont pas vraiment mentionnés et que la politique tarifaire n'est pas publiée. Alors, je vais revenir sur la qualification des services pour vous rappeler plusieurs points importants. Le premier, c'est sur le risque de requalification en instrument financier, qui est réel et pour lequel il faut être très vigilant. Le format en fait, technologique des cryptoactifs ne compte pas pour la qualification. Concrètement, si vous tokenisez un instrument financier, il est très probable que ça demeure soumis à la réglementation idoine sur les instruments financiers. L'AMF là-dessus a une approche technologique neutre, et ce conformément à MiCA, mais également à des orientations publiées par l'ESMA dans ce sens, qui en fait visent à articuler le droit des cryptoactifs, MiCA, et diverses réglementations, MiFID, etc. Donc en donnant plusieurs exemples, l'articulation entre les cryptoactifs et les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire, les OPCVM, et donne même des exemples sur les jetons hybrides. Mais même si ces orientations peuvent vous aider dans ce jeu de qualification, en donnant plusieurs exemples, ils ne sont pas exhaustifs. Vraiment, donc, aidez-vous de ces orientations, mais ne faites pas l'économie d'une bonne analyse juridique, parce que c'est ce qu'on va attendre de notre côté lorsqu'il y a un doute sur la qualification de votre service, et de vos services, pardon. Et toujours là-dessus, non pas sur le risque de requalification en instrument financier, mais plutôt sur le volet DeFi. Comme vous le savez, il y a une exclusion dans MiCA de services full DeFi, de la finance décentralisée. Cependant, si vous proposez dans votre programme d'activité de tels services, enfin de telles activités hypothétiquement non régulés, on attend de vous une démonstration pour prouver qu'ils sont bien décentralisés. Et ce, au sens du texte. Car le texte, le considérant 22, donc, qui contient cette exclusion, parle bien de services, et je cite, entièrement décentralisés et sans aucun intermédiaire. Donc là-dessus, on attend vraiment que vous démontriez que les critères sont remplis. Enfin, si effectivement vous proposez des activités non régulées, en plus de vos services sur cryptoactifs qui eux nécessitent agrément, on attend de le voir sur votre site et vos communications commerciales. On attend de voir une distinction, de bien montrer quels services relèvent de MiCA, de l'agrément et les activités non régulées. Et ça vient d'un statement notamment de l'ESMA qui est paru cette année, qu'on vous invite à regarder. Alors, s'agissant de la gouvernance, on attend simplement de vous que vous disposiez d'une gouvernance et de processus opérationnels efficaces. On entend par là que la substance économique doit tenir compte
alors du nombre de clients que vous avez, donc de votre activité, du risque qu'elle comporte et de sa trajectoire. Je prends un exemple, si vous présentez un dossier avec 200 000 clients, 2 effectifs à temps plein et un fort recours à l'externalisation vers la maison mère, ce schéma ne pourra pas être accepté. Donc il faudrait éviter les entités boîtes aux lettres et coquilles vides. Un autre point aussi, c'est que au niveau des dirigeants à multiples casquettes, donc si c'est le cas pour une entité qui fait partie d'un groupe et que on voit dans l'organigramme que le temps de présence des dirigeants effectifs est fortement partagé, ça aussi, ça pourra appeler des remarques de notre part. Si vous avez aussi recours à la mise à disposition de certains ETP, il faudrait le mentionner également. Mettez en place des murailles de Chine afin d'éviter tout potentiel conflit d'intérêts. Un autre point, un dernier point sur l'organigramme, c'est qu'on a remarqué que le responsable de la conformité, souvent, n'est pas rattaché à un dirigeant non opérationnel. Donc, ça ne permet pas d'assurer sa fonction indépendante. Et concernant les membres du conseil et de l'organe de surveillance, ces derniers doivent jouir d'une honorabilité suffisante, donc posséder les connaissances, compétences et expériences adéquates et surtout disposer d'une formation LCBFT. S'agissant des exigences prudentielles, alors je tiens à vous rappeler que l'article 67 de MICA impose au PSCA de détenir, de disposer de garanties prudentielles en la forme de fonds propres ou d'assurance, de police d'assurance ou la combinaison des deux. Donc ce même règlement indique qu'un PSCA au niveau de ces garanties prudentielles doit détenir un montant qui doit être égal au montant le plus élevé des montants suivants, c'est-à-dire le montant des exigences de capital minimum et le quart des frais généraux fixes de l'année dernière recalculés chaque année. Donc je reviens sur le montant des exigences de capital minimal que vous pouvez retrouver à l'annexe 4 du règlement MICA. Donc si vous avez l'intention d'offrir des services comme la RTO, l'exécution d'ordre, le placement sur cryptoactifs, la gestion de portefeuille ou le transfert d'actifs numériques, donc le capital minimal sera de 50 000 €. Si c'est de la conservation et administration de cryptoactifs, l'échange contre des fonds ou contre d'autres cryptoactifs, ce sera du 125 000 € et du 150 000 € si c'est l'exploitation d'une plateforme de négociation de cryptoactifs. Alors, il faudrait savoir qu'on attend également de vous des projections financières lissées sur 3 ans qui doivent être incluses dans votre business plan. Et dans ce business plan, on doit pouvoir retrouver 2 scénarios, un pessimiste et un réaliste. Trop souvent, on remarque que le scénario pessimiste est absent. On a besoin de voir comment vous démontrez votre résilience face aux chocs sur les marchés. Un autre point aussi, c'est que la plupart du temps, les états financiers ne sont pas audités, donc vraiment faites attention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un PSCA doit disposer à tout moment de fonds propres suffisants afin de pérenniser son activité. Donc à ce titre, si avoir des fonds propres réglementaires composés tout ou en partie de cryptoactifs volatiles pourrait engendrer des risques importants. C'est à ce titre que vous devez déduire de vos immobilisations incorporées les cryptoactifs que vous détenez. Seuls les stablecoins qui ne sont pas émis par la société pourraient être pris en compte dans le calcul des fonds propres réglementaires. Alors sur un volet plus procédural, je vais revenir sur le contrôle interne. Là-dessus, on attend une certaine cohérence documentaire. Il faut que votre plan de contrôle suive absolument votre cartographie des risques. Et ce, en appliquant la périodicité des contrôles, la hiérarchie des risques majeurs, mineurs, etc. Et évidemment, votre cartographie des risques doit être adaptée à votre modèle. Les risques doivent bien refléter ceux qui sont inhérents aux services que vous allez proposer. Pareillement, sur les abus de marché, on attend une procédure qui est concrète. Donc je le rappelle, sur les obligations de reporting sur les abus de marché, les fameux stores de l'article 92, on attend qu'elle soit concrète, savoir qui fait quoi, et surtout savoir l'outil que vous utilisez. Ça, c'est très important. Et cette procédure doit être également adaptée à votre modèle. On ne va pas demander la même chose à une plateforme de négociation qu'à un broker. Sur le volet liquidation ordonnée, surtout lorsque vous demandez le service de conservation et d'administration de cryptoactifs pour le compte de clients, on attend vraiment une description très claire à cette étape, notamment en évoquant les scénarios de liquidation, les modalités du transfert, le calendrier des actions, etc. Alors, quelques spécificités liées à certains services, notamment la gestion de portefeuille.
On demande à nos futurs PSCA de nous fournir un mandat ad hoc, en plus des éventuelles conditions générales. On a besoin aussi de savoir si le test d'adéquation a été réalisé. Donc l'absence ou le fait qu'il soit mal réalisé engagera votre responsabilité. Aussi au niveau de la rémunération de l'incitation. Ne privilégiez pas les cryptoactifs pour lesquels vous pouvez avoir une rémunération élevée au détriment de votre client. Sur le volet conservation, là on va attendre de votre part deux choses notamment. Tout d'abord, vraiment la démonstration dans vos documents, que ce soit politique de conservation, procédure de gestion des clés, etc. La façon dont vous allez sécuriser les moyens d'accès et de contrôle aux cryptos. Vraiment, ça c'est clé. On connaît les risques inhérents au secteur, donc là-dessus, on doit vraiment comprendre tout au long du processus de conservation comment sont sécurisés ces moyens-là d'accès et de contrôle. Pareil, on va vérifier aussi que vous remplissez bien votre obligation de ségrégation de vos actifs de ceux des clients, et ce tout au long du processus, dans les schémas de flux, etc. Étape par étape et chronologiquement. Donc ça, c'est très important d'être clair là-dessus. On doit bien le comprendre, c'est une chose qu'on vérifie beaucoup. Sur le volet justement cybersécurité, nos services attendent plusieurs choses, notamment les documents suivants: une cartographie des ressources de cybersécurité, un plan de contrôle dans le domaine, pareil, une cartographie des risques cyber, votre volet procédural, toutes les procédures tenant à la cybersécurité, les modalités de conservation, comme je l'ai évoqué, et la gestion des moyens d'accès aux cryptoactifs, procédure de gestion des clés, etc. Aussi, tout document en rapport avec DORA. Ça peut prendre différentes formes: une roadmap de conformité, des plans de remédiation, une auto-évaluation à la conformité à DORA, et aussi les textes de niveau 2, bien évidemment. Enfin, des rapports d'audit si vous en avez fait. On va regarder ça avec beaucoup d'attention, vous en doutez. Et enfin, un formulaire cybersécurité que vous devrez remplir, qui sera bientôt disponible, voilà, qui fera tout le tour du volet cyber, qui sera déjà une première étape dans votre conformité cyber. Je vais compléter ce qui a été dit par mes collègues de l'AMF, dans la mesure où l'ACPR est sollicité par l'AMF pour émettre plusieurs avis dans le cadre d'un agrément PSCA. L'ACPR doit donner un avis simple sur l'honorabilité et la compétence des membres de l'organe de direction et sur l'honorabilité des actionnaires qualifiés, et également un avis conforme, cette fois, sur les politiques et procédures de contrôle interne qui sont mises en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et donc à ce titre, nous souhaitions mettre en avant quelques points. Donc sur la gouvernance, et c'est quelque chose qui change par rapport au statut de PSAN, les membres de l'organe de direction, on l'entend bien comme des membres qui exercent à la fois, qui exercent donc des fonctions de gestion dans la société, donc vraiment ce qu'on va considérer être les dirigeants effectifs de la société, mais également les membres qui ont une fonction de surveillance. Donc ça veut dire que si votre société a un conseil de surveillance, il faut bien que ces membres soient évalués dans le cadre de l'agrément PSCA. Et donc c'est vrai que dans les dossiers qu'on a pu avoir récemment, c'était pas toujours très bien compris, donc voilà, il faut vraiment bien nous transmettre ces informations-là. Dans les pièces à transmettre aussi, on vous a listé quelques documents qui manquent, et donc on souhaiterait revenir dessus. Donc, dans le même sens que ce que je viens de dire, il faut bien nous transmettre les documents de nomination de toutes ces personnes. Donc ça peut être soit le CABIS pour les mandataires sociaux et les dirigeants, soit un PV d'Assemblée Générale. Et dans le cas, pour les personnes qui assurent une fonction de gestion, dans le cas où ces personnes ne sont pas mandataires sociales, il faut bien nous transmettre le document qui donne délégation de pouvoir pour qu'on comprenne dans quelle modalité la personne peut engager la société, le cas échéant. On a aussi besoin des casiers judiciaires des personnes dans tous les pays de résidence dans lesquels ils ont vécu les 5 dernières années. Donc ça aussi, parfois, ça manque. Et enfin, il y a un formulaire qui sera bientôt disponible, normalement sur le site de l'AMF, mais qui reprendra toutes ces informations, qui listera bien tous les documents nécessaires. Donc il faudra bien nous le remplir et l'envoyer.
Sur le volet lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui est donc suivi par une autre direction au sein de la CPR, les éléments un peu saillants qui reviennent, c'est que donc il y a un certain nombre de nouveautés dans le cadre de l'agrément PSCA par rapport à l'enregistrement PSAN, qui a priori dans les dossiers n'ont pas complètement été intégrés. Il faut bien que vous pensiez au fait que maintenant il y a une évaluation du dispositif de contrôle interne. Et les PSCA doivent également bien respecter le règlement transfert de fonds, dit TFR. Donc là, je vais un peu aussi répéter ce qui a été dit par mes collègues de l'AMF, mais il faut bien que les procédures transmises soient opérationnelles. Il ne faut pas uniquement qu'elles répètent les textes ou les orientations. Il faut qu'elles soient bien personnalisées à l'activité de votre société. Et typiquement, sur tout ce qui est scénario d'alerte, il faut donner des exemples précis pour que les équipes puissent bien voir si ça correspond à l'activité que vous proposez. Et donc il y a un atelier du Forum FinTech qui se passe en ce moment même sur la partie lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, qui normalement mentionne certains éléments sur les PSCA. Vous avez choisi cet atelier et on est très content. Mais vous aurez accès aux slides sur Internet. Et d'ailleurs, je vois que vous prenez aussi beaucoup de photos. Vous aurez accès aux slides pour cette présentation aussi sur le site Internet après le forum normalement. Et d'ailleurs, en parlant de site internet, bientôt seront disponibles plusieurs documents. Un formulaire pour l'agrément PSCA qui prend en compte toutes les obligations de l'article 62, donc des pièces à réunir dans le cadre de l'agrément, mais aussi des textes de niveau 2, donc voilà, qui sera disponible. Pareillement pour la notification, donc de l'article 60, pour les entités financières qui ont déjà été agréées et qui auraient des services considérés comme équivalents aux services sur cryptoactifs selon l'article 60 et qui bénéficieraient donc de la fameuse notification. Un formulaire sera prévu aussi, prenant en compte les textes de niveau 1 et de niveau 2. Également un formulaire sur l'honorabilité des dirigeants et leurs compétences. Et en plus de ces 3 formulaires, sera disponible une page vraiment dédiée à l'agrément PSCA qui va revenir, comme on l'a fait, dans les détails sur l'agrément en tant que tel, ses modalités et son traitement par nos équipes. Et donc après avoir vu la procédure d'agrément PSCA, on vous propose de revenir un peu plus en détail sur la procédure dite de notification article 60 donc, qui a été mentionnée. Parce que c'est donc une procédure simplifiée d'autorisation pour des sociétés qui sont déjà agréées et ça vise à faciliter leur entrée sur le marché des cryptoactifs et ça leur permet de proposer des services sur cryptoactifs en s'appuyant sur leur autorisation existante et ça nous permet aussi, ça leur permet de capitaliser sur les exigences sectorielles, notamment prudentielles, de gouvernance ou d'honorabilité qui sont déjà en place pour ces acteurs et qui donc évitent de dupliquer des contrôles qui ont déjà été réalisés. Et donc dans le cadre de cette procédure article 60, des établissements qui sont déjà supervisés peuvent demander le bénéfice de cette notification. Il y a 7 entités, enfin 7 statuts qui peuvent le demander. Ils doivent réaliser une notification soit auprès de la CPR, soit auprès de l'AMF en fonction de l'autorité qui les supervise. Donc on vous a mis un tableau récapitulatif. Les établissements de crédit qui donc doivent notifier auprès de la CPR peuvent fournir tous les services sur cryptoactifs. Les entreprises d'investissement, elles aussi, qui sont supervisées par la CPR, peuvent fournir les services sur cryptoactifs qui sont équivalents aux services et activités d'investissement pour lesquels elles sont spécifiquement agréées. Et enfin, côté ACPR, le dernier statut, c'est les établissements de monnaie électronique qui, eux, peuvent fournir la conservation et l'administration de cryptoactifs uniquement pour ceux qu'ils ont émis et le transfert de cryptoactifs, ici aussi, uniquement pour les cryptoactifs qu'ils ont émis. Du côté de l'AMF, vous avez donc les dépositaires centraux de titres agréés qui peuvent fournir la conservation et l'administration de cryptoactifs, les sociétés de gestion d'EPCVM ou les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui peuvent fournir les services sur cryptoactifs qui sont équivalents à la gestion de portefeuille d'investissement et des services auxiliaires pour lesquels ils sont agréés, et enfin les opérateurs de marché agréés qui, eux, peuvent fournir l'exploitation d'une plateforme de négociation. Et donc, à l'issue de cette procédure, les entités sont réputées être prestataires de services sur cryptoactifs
uniquement pour les services qui donc sont listés et qui correspondent à ceux que je viens de dénoncer, et ça leur permet notamment de bénéficier du passeport. Et donc ce qui peut être intéressant de noter, c'est qu'à l'exception des établissements de crédit, tous les autres types de statuts, s'ils veulent fournir des services cryptoactifs qui n'appartiennent pas à la liste que je viens de vous donner, doivent demander l'agrément PSCA classiquement comme ce qui vient d'être présenté par l'AMF. Donc voilà, on peut se retrouver avec une double casquette où on peut fournir des services sur cryptoactifs à la fois via la notification article 60 et via l'agrément PSCA. Donc d'un point de vue de calendrier, un établissement qui souhaiterait nous notifier l'article 60 doit nous déclarer son intention de le faire 40 jours avant de commencer ses services, et ensuite, une fois qu'il dépose son dossier, donc qu'il nous notifie, l'autorité compétente, son autorité de supervision, a 20 jours ouvrables pour lui notifier sa complétude. Donc comme vous le voyez, ce sont des délais assez contraints. Donc ce qu'on recommande, c'est quand même de nous prévenir bien en amont du projet, qu'on organise une réunion et que comme ça on puisse poser aussi toutes les questions qu'on a le plus tôt pour que la procédure se passe au mieux. Les entités qui bénéficient de ce régime sont soumises à toutes les exigences qui sont applicables au PSCA, à l'exception donc des exigences d'agrément, des exigences de fonds propres et de la procédure d'approbation des actionnaires détenant des participations qualifiées. Et aussi, ce qu'on peut noter, c'est que, évidemment, le droit de fournir les services sur cryptoactifs dans ce cadre est révoqué dès qu'il y a un retrait d'agrément pour le statut qui a permis à la société donc, de bénéficier de cette notification. Et donc d'un point de vue vraiment très terre à terre de procédure, c'est ce qu'on vient de vous dire, il y aura un formulaire qui sera disponible, qu'il faudra donc remplir, mais d'ores et déjà, de toute façon, les informations qui sont demandées dans ce formulaire proviennent des textes, donc on vous a mis les références. Vous avez un règlement délégué qui était prévu au paragraphe 13 de l'article 60, qui permet donc de préciser les informations qui doivent être comprises dans la notification, et vous avez un règlement d'exécution qui lui était prévu au paragraphe 14, qui établit donc les formulaires, les modèles et les procédures pour cette notification. Et pour conclure, un sujet qui, j'imagine, va susciter beaucoup d'intérêt. Donc on vous propose de faire un point sur l'articulation entre le règlement MiCA et la directive des services, sur les services de paiement DSP2. Pour vous donner un peu de contexte, même si j'imagine que le sujet est connu, le BA a publié en juin dernier une no action letter donc sur l'articulation entre le règlement MiCA et la directive sur les services de paiement, qui était donc une réponse à une demande écrite de la Commission à la fin de l'année dernière. Et l'enjeu qui est soulevé dans cette no action letter, c'est le fait que les EMT, donc les jetons de monnaie électronique, sont à la fois des cryptoactifs au sens de la réglementation, au sens du règlement MiCA, et également des fonds au sens de la directive DSP2. Et les services sur cryptoactifs de conservation et de transfert fournis sur des EMT sont considérés à la fois comme des services sur cryptoactifs et des services de paiement. Et donc la conséquence qui est tirée de la No Action Letter, c'est que les sociétés qui fournissent de tels services devraient disposer d'un agrément d'établissement de paiement, et ce, à compter de début mars 2026. Donc on a déjà eu des questions de la part des associations professionnelles. Ce qu'on peut vous dire à date, c'est qu'on a bien conscience du sujet, tant pour nous que pour les acteurs. On étudie les suites à donner. À date, aucune option n'est choisie et aucune option n'est écartée. Mais de toute façon, on vous préviendra dès que la position de la CPR est arrêtée. Mais voilà, comme on imaginait qu'il y aurait des questions, on vous prévient dès maintenant. Et donc, pour conclure cet atelier, on vous a remis des liens sur le dossier thématique MiCA sur le site de l'AMF. Et donc, comme je le disais, les slides seront disponibles à l'issue de l'atelier FinTech. Je vous remercie de votre attention.